Je vais faire ici une révision du chapitre 3 portant sur les notions de l'énergie potentielle, l'énergie cinétique, l'énergie mécanique, ainsi que sur les forces exercées et les forces efficaces. Alors, une force est une action capable de modifier un mouvement. Lorsqu'on regarde une force, on va regarder la force en termes de sa direction. Donc, la direction, c'est un angle qui est donné par rapport à une surface de référence. Que la surface de référence, ça va être le plan dans lequel l'objet se déplace, n'est-ce pas? Comme par exemple ici, la balise va se déplacer horizontalement. Alors, ça, c'est notre plan de référence. Et puis, la direction de la force, oui. Alors, ça va être donné en angle. Donc, 30 degrés par rapport à la direction de l'objet. Le point d'application, c'est où on applique la force, bien sûr. L'intensité, ça va être donné en newton et ça peut être représenté par une flèche qui va être de la longueur appropriée pour la force donnée. Donc, on va s'entendre sur une échelle pour dire telle longueur, telle force. Ensuite, le sens, c'est représenté tout simplement par la pointe de la flèche. Sur la Terre, la force gravitationnelle équivaut à 9,8 newtons par kilogramme. Donc, quand on va faire des calculs de poids, il faut utiliser cette valeur-ci pour déterminer le poids. Alors, il faut aussi se rappeler que pour convertir des grammes en kilogrammes, on utilise les grammes par mille. Donc, par exemple, 250 grammes va devenir 0,25 kg. Donc, le poids, c'est l'intensité que le champ gravitationnel exerce sur un objet. Donc, l'objet, ça va être en fonction de sa masse. Donc, pour trouver le poids d'un objet, le poids est mesuré en newton. On représente le poids par un W majuscule, une unité minuscule, mais l'unité de mesure, c'est le newton, un N majuscule. Donc, pour déterminer le poids, c'est la masse en kilogrammes fois 9,8 newton par kilogramme. Alors, par exemple, disons que j'ai une pomme d'une masse de 200 grammes. Quel est son poids sur la Terre? Alors, tout simplement, je vais convertir les grammes en kilogrammes, donc 0,2 kg fois 9,8 newtons par kilogramme, ça donne 1,96 newtons. Si c'était sur Mercure, l'intensité du champ gravitationnel est différente. Alors, au lieu d'utiliser 9,8 newtons par kilogramme, dans le cas de Mercure, ce serait 3,63. La valeur de 9,8, vous devriez la retenir. Pour les autres endroits, en principe, vous devriez avoir un tableau qui vous dit l'intensité du champ gravitationnel sur différentes planètes. L'énergie potentielle est l'énergie de réserve que possède un objet en raison de sa masse et de sa hauteur par rapport à une surface de référence. Alors, un objet soulevé, par exemple, à une certaine hauteur par rapport au plancher, ou à un certain objet à une certaine hauteur par rapport au-dessus d'une table, et ainsi de suite, va lui donner une énergie potentielle. Alors, dans ce cas-là, l'énergie potentielle, c'est la masse fois l'intensité du champ gravitationnel fois la hauteur. L'intensité du champ gravitationnel et la masse, on sait déjà que c'est le poids. Alors, on peut utiliser soit la masse fois l'intensité du champ gravitationnel fois la hauteur, ou tout simplement le poids en newton fois la hauteur en mètres pour déterminer l'intensité ou déterminer l'énergie potentielle de gravitation d'un objet. Alors, par exemple, quelle est l'énergie potentielle d'un lustre de 4 kg suspendu à 2,6 mètres du sol? Alors, à ce moment-là, 4 kg fois 9,8 fois 2,6 va me donner 101,92 joules. Donc, on comprend que l'énergie potentielle, c'est mesuré en joules. Si on fait un calcul comme ceci, on s'assure en premier qu'on a bien des kilogrammes si on a converti, qu'on a bien des mètres sinon converti en mètres. L'énergie cinétique, c'est l'énergie que possède un objet en raison de son mouvement. Alors, l'énergie cinétique est égale à 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. Donc, l'énergie est toujours en joules, la masse est toujours en kilogrammes, la vitesse est en mètres par seconde. On peut déterminer la vitesse de quelque chose si on connaît la distance qu'il a parcourue par un temps donné, donc une variation de temps, de telle heure à telle heure, par exemple. Donc, on se fait pour trouver la différence. Okay? Dans la plupart des cas de calcul de l'énergie cinétique, vous n'aurez pas besoin d'utiliser cette formule pour isoler, par exemple, la vitesse. On va
plutôt utiliser cette formule ici. Alors, première des choses, on doit avoir la vitesse en mètres secondes. C'est très possible qu'on vous donne la vitesse en kilomètres-heure, donc il faut savoir convertir. Donc, les kilomètres-heure fois 1000, ça va nous donner les mètres, divisé par 3600 secondes, puisqu'il y a 3600 secondes dans une heure, va nous donner les mètres secondes. Donc, ça, c'est la façon longue de le faire. Sinon, vous pouvez essayer de vous souvenir qu'on fait kilomètre-heure divisé par 3,6 et ça va nous donner les mètres secondes. Donc, par exemple, à 90 km/h fois 1000 divisé par 3600, ça donne 25 mètres secondes, donc ça serait la vitesse. Okay? Ou si tout simplement je fais 90 km/h divisé par 3,6, ça va aussi me donner 25 mètres secondes. Donc, bien sûr, cette façon-ci est plus rapide. Donc, une balle de 200 grammes a une énergie cinétique de 80 joules. Quelle est sa vitesse? Alors, dans ce cas-là, il faut isoler pour la vitesse. Donc, la vitesse est égale à l'énergie divisé par une demi de la masse. Donc, il faut avoir converti la masse en kilogrammes. Une demi, bien sûr, c'est 0,5. Donc, c'est 80 divisé par 0,5 fois 0,2 dans ce cas-ci. Ça va me donner la vitesse au carré. Je pense que la formule, c'est vitesse au carré. Donc, j'ai la vitesse au carré. Maintenant, pour avoir la vitesse, bien, je prends la racine carrée de ma réponse et ça va me donner la vitesse. Donc, ici, 28,28 mètres secondes. L'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle d'un système. Alors, pour trouver l'énergie mécanique, il faut additionner l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Donc, dans certains cas, il faut calculer l'un et l'autre pour trouver l'énergie mécanique. Par exemple, un cycliste de 45 kg sur son vélo de 12 kg dévale une pente de 35 mètres à 25 km/h. Alors, il y a plusieurs choses à régler ici. Première des choses, on va déterminer l'énergie potentielle du cycliste et de son vélo. Donc, on va avoir additionné la masse des deux, donc 57 kg, multiplié par 35 mètres, multiplié par 9,8, donc ça donne 19 551 joules. Ensuite, on va déterminer l'énergie cinétique, mais avant, puisque la vitesse est en km/h, je vais mettre ça en mètres secondes. Donc, j'ai divisé km/h par 3,6, ça me donne 6,94 mètres par seconde. Ensuite, je vais multiplier la moitié de la masse fois la vitesse au carré. Ne pas oublier de mettre au carré, n'est-ce pas? Donc, faites la vitesse au carré fois 0,5 de 57 et ça vous donne 1374,4. Donc, dans ce cas-ci, mon énergie mécanique, étant la somme des deux, va me donner 20 925,4 joules. Ensuite, la force et le mouvement. Pour déplacer un objet, on doit exercer une force sur cet objet. La force qui agit sur l'objet, c'est appelé la force exercée. Alors, par exemple, dans ce cas-ci, le garçon tire un sac rempli de ballons de soccer et la force exercée, c'est 20 newtons. Par contre, la force exercée va être différente de la force qui est parallèle au mouvement de l'objet. Alors, la force parallèle au mouvement de l'objet, qu'on va appeler la force efficace, dans ce cas-ci, c'est la même force qui se déplace ou qui est exercée dans la direction que l'objet va prendre. Si on regarde ça d'un petit peu plus près ici, on a la force exercée, le garçon qui tirait, la composante, la force efficace qui est la force parallèle au déplacement. Donc, c'est pour ça qu'on utilise deux petites lignes ici. Donc, ça veut dire parallèle. Donc, la force efficace, c'est la force parallèle au déplacement. Ensuite, on peut décomposer cette force-là en une autre force. L'autre force, ça s'appelle la composante perpendiculaire au déplacement. Alors, cette force-ci, normalement, on n'a pas besoin de la calculer, mais on l'utilise comme référence pour pouvoir faire un beau triangle ici. Okay? Puis, après ça, pour résoudre des problèmes où on veut chercher la force exercée ou la force efficace, et surtout celle dont on va vouloir trouver la valeur plus souvent qu'autrement, bien, on va utiliser la trigonométrie. Alors, réviser brièvement les différentes
les différents rapports qui existent en trigonométrie. Fait que le sinus, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Le cosinus, c'est le côté adjacent, donc la valeur du côté adjacent, divisé par la valeur de l'hypoténuse. Quand on parle de force à ce moment-ci, là, on va parler de Newton. Fait que la quantité de Newton ici, divisé par la quantité de Newton là, ça va donner le cosinus. La tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent, et ça, c'en est un qu'on utilise très rarement dans notre cas. Donc, pour calculer la longueur des côtés d'un triangle ou des angles, nous pouvons utiliser, bon, ça j'ai déjà fait, alors je vais passer au travers de ça. Okay. Donc, on a la force exercée et la force efficace. Alors, ce garçon produit une force exercée sur le ballon, 20 newtons, on veut savoir c'est quoi la force efficace dans ce cas-ci. Dans une autre situation, c'est la force gravitationnelle qui est la force exercée. Okay. Alors, souvenez-vous, la force gravitationnelle, c'est la masse multipliée par l'intensité de la force du champ magnétique. Donc, 9,8 newtons par kilogramme fois la masse. Donc, si vous avez juste les kilogrammes, commencez par multiplier par 9,8 pour avoir la force gravitationnelle. Alors, dans ce cas-ci, on a une force qui est exercée vers le bas, mais la force efficace, c'est celle qui est parallèle au mouvement. On peut supposer que la boîte, elle, va se déplacer le long du plan ici. Donc, c'est la force parallèle au mouvement. Donc, pour pouvoir monter l'objet, il faut que la force soit au moins équivalente à la force qui est exercée ici. Et puis, bien sûr, dans ce cas-là, on ne tient pas compte du frottement. Ensuite, on a la force perpendiculaire au déplacement. Donc, pour cette situation-ci, c'est la force qu'il faudrait trouver ici. Et cette troisième force ici, c'est tout simplement pour nous donner un triangle rectangle afin de pouvoir faire les calculs plus facilement. Okay? Donc, si on veut connaître la force efficace dans le premier cas, on peut utiliser ce mnémonique-là pour se souvenir SO, K, TOA. Donc, le sinus, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Le cosinus, c'est de l'adjacence de l'hypoténuse. Et bien sûr, TOA, mais on n'utilisera pas TOA. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche la force adjacente. Adjacente, c'est la force qui est plus près de l'angle ici. Donc, on cherche la force adjacente. Donc, la force adjacente, c'est A ici. Donc, ce qu'on va avoir besoin de trouver, c'est le cosinus. Donc, le cosinus de 40 degrés va être égal à la force adjacente sur l'hypoténuse. La valeur de l'hypoténuse, c'est 20 newtons. Cette donnée-là nous est donnée. Donc, pour trouver la force efficace, ça va être le cosinus de 40 degrés fois 20 newtons. Et ça va donner 15,32 newtons. Dans le cas suivant, on a la force gravitationnelle ici qui est 10 newtons. Donc, ça, c'est notre force exercée. Alors, on va savoir c'est quoi la force efficace. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on cherche, c'est la force opposée, celle-ci. Alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir ça? Bien, on a 30 degrés ici. Si on fait un calcul de rapport d'angle, ou si on fait une vérification de rapport d'angle, l'angle qui est ici va aussi être 30 degrés. Donc, cette force ici se trouve être opposée à l'angle qui est ici. Donc, ce qu'on va chercher, c'est la valeur du côté opposé. Donc, O. Okay, donc, le sinus va être égal à l'opposé divisé par l'hypoténuse. Donc, dans ce cas-ci, le sinus de 30 degrés va être égal à l'opposé sur l'hypoténuse. La valeur de l'hypoténuse, c'est 10 newtons. Alors, je vais tout simplement faire le sinus de 30 fois 10 et ça va me donner 5 newtons. Ensuite, le travail est une mesure de la force appliquée sur un objet. Alors, le travail, qui est représenté par la lettre majuscule W, est calculé en utilisant la force efficace fois la distance. La force efficace en newton, bien sûr, et la distance en mètres. Alors, avant de pouvoir faire un calcul de travail, bien, il faut avoir calculé, comme on a vu précédemment, la force efficace. Ensuite, on multiplie par la distance en mètres. Si on n'a pas des mètres, si on a des kilomètres, par exemple, bien, il faudrait multiplier par 1000 pour avoir les mètres. Donc, quel sera le travail exercé sur un sac de ballon, sachant que la force efficace est 15,32 et qu'il est déplacé de 150 mètres? Alors, tout simplement, 2200
98 joules.